disons qu'on va. C'est 9h, Marina, est-ce qu'on va pas non, parce que oui. Je vais commencer à faire entrer les autres. Ah oui, mais moi je suis partie de Ceylan. Ouais, c'est bien passé que. Oui, on va petit à petit.
fait ça avant que les gens rentrent. D'accord. Qu'ils soient informés l'enregistrement. Ok. Bon, on y va alors. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau semi-virtuel, semi-distanciel à Andelsem, au collectif Hors du commun. Je m'appelle Marina Patroucheva, je suis une des cofondatrices et co-dirigeantes de l'association. Ça fait à peu près 2 ans que nous préparons cet événement, cet accueil. Et je peux vous dire qu'il y a encore une semaine, quand je me projetais dans ce mot d'accueil, je ne pensais absolument pas que le contexte global dans lequel le monde est actuellement allait avoir une influence sur ce que j'ai envie de vous dire quand même en préambule. Je me permets d'exprimer ma profonde tristesse, ma profonde inquiétude et mon profond soutien à tout ce qui se passe aujourd'hui, tous ceux qui vivent, que ce soit en Ukraine, mais aussi en Russie, ce conflit, cette guerre, et je pense que nous pouvons se relier aussi à ces personnes-là à travers cet événement. Alors, je me permettrai de faire une sorte de projection et d'imaginer qu'est-ce que serait le monde si finalement il y avait peut-être un peu plus de femmes en politique. Ce sera d'ailleurs notre sujet aujourd'hui. Mais avant de passer la parole à Arnella Mauchamp, qui représente notre partenaire, la délégation aux droits des femmes et d'égalité, et bien sûr Marie-Claire Vitou, notre conférencière du jour, je voudrais vous dire quelques mots sur ce lieu qui vous accueille aujourd'hui et qui vous souhaite encore une fois la bienvenue. Donc l'association Collectif Hors du commun existe depuis bientôt 5 ans. Elle a démarré sur notre territoire à Colmar, près de Colmar en tout cas, il y a bientôt 5 ans et est partie d'un vrai besoin des femmes qui ont créé leur activité indépendante, qui pour beaucoup étaient mères aussi et qui se sont dit il faut absolument que l'on sorte de chez nous, que l'on se saisisse de notre activité, que l'on s'entraide, et c'est comme ça que l'association est née. En même temps, je tiens à préciser qu'elle est parfaitement mixte, elle est ouverte à toutes et à tous. Nous recevons autant des femmes que des hommes. Alors, ce moment du lundi matin, il est particulier pour nous, puisque depuis bientôt 3 ans, nous accueillons tous les lundis matins ici cette communauté, une sorte de communauté de vie, une communauté apprenante, une communauté de mise en relation, de connexion, d'échange, de partage. Et ce sont ça nos valeurs, ce que nous portons haut et fort ici dans le collectif Hors du commun. C'est un tiers-lieu, on appelle ça ces lieux entre la maison et ce qui finalement était ou est encore un lieu typique du travail, donc ce lieu chez l'employeur. Se sont créés ces tiers-lieux, les lieux entre deux, où se fait la socialisation professionnelle, où sont accueillies les personnes qui sont aujourd'hui ou à leur compte, créatrices, créateurs de leur activité indépendante, télésalariés, salariés nomades. On sent tous que le monde du travail bouge et donc dans les tiers-lieux, on accueille toute cette diversité. Et tous les lundis matins, c'est un peu comme des portes ouvertes, d'ailleurs vous êtes les bienvenus, nous nous rencontrons pour échanger sur les problématiques des créateurs, pour voir les trajectoires, pour accompagner les rebonds professionnels, pour voir comment les personnes aujourd'hui changent de parcours professionnel. Nous proposons aussi des programmes qui accueillent essentiellement des femmes ou en rebond professionnel ou en allant vers la création d'entreprises. Et donc, nous avons eu dès le début un soutien et un très fort partenariat, que ce soit un soutien en termes de conseils, de mise en relation avec d'autres associations, mais aussi un soutien financier, c'est précieux pour une association qui débute, de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, en la personne de Madame Dominique Ranger. Alors, Dominique Ranger aujourd'hui a pris sa retraite, mais nous aurons le plaisir de l'accueillir en fin de cette conférence. Elle viendra nous fera l'amitié de dire quelques mots.
Et là, je tiens à passer la parole à Arnella Mauchamp qui a repris le flambeau et nous avons tout de suite commencé à échanger, travailler. On a déjà plein de nouveaux projets en cours, ce qui ne m'étonne absolument pas. Donc, Arnella, je vous laisse le soin de présenter notre conférencière, de dire, voilà, pour votre mot à vous. Deux choses techniques, surtout à nos invités, nos participants à distance. Vous êtes nombreux et on est vraiment ravis de cette participation. Donc, vos micros seront coupés. Par contre, vous avez la possibilité de nous écrire via le chat et on a une chouette équipe qui relève vos commentaires, vos questions, Barbara et Stéphanie, donc qui se feront votre porte-parole pour par la suite mettre en mots et en voix vos questions et vos réactions. Ça, c'était le premier élément que je devais donner et j'ai un trou de mémoire. Est-ce qu'il y avait un deuxième? Ah oui, important, cette conférence est enregistrée. Si vous ne souhaitez pas être visible lors de cette, par exemple sur les petites vignettes des visages, vous pouvez couper votre caméra ou ne pas noter votre nom, mais ça nous permet aussi de garder cette trace et puis de revoir et puis de partager puisque l'intérêt était très vif et beaucoup de personnes souhaitaient avoir le replay. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence et la parole est à Arnella Mauchamp. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette conférence qui a été tentée d'être organisée depuis 1 an et demi et reportée pour la 3e fois suite au contexte sanitaire. Donc, je remercie aux personnes qui se sont inscrites 3 fois de suite pour assister à cette conférence. En préambule, je tenais chaleureusement à remercier le collectif Hors du commun pour l'organisation de cet événement en étroite collaboration avec Dominique Ranger, à l'origine du projet et que j'ai l'honneur de remplacer depuis le 1er octobre. J'en profite pour la remercier de son engagement durant toutes ces années, d'avoir mené tant de travaux sur le département pour œuvrer en faveur de l'égalité femmes-hommes. En tant que déléguée départementale, nous avons 2 missions principales, la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et favoriser l'égalité femmes-hommes dans les différents aspects de la vie professionnelle, culturelle, politique. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici aujourd'hui. Madame Vito aura l'occasion d'aborder avec vous la place des femmes en politique sous un prisme historique. C'est pourquoi je vais axer mon propos plutôt sur la situation actuelle des femmes en politique en France. Pour vous donner quelques éléments de contexte, entre 2007 et 2017, on est passé de 107 députés femmes à 224, soit un rapport de 18,5% à 38,7%. Concernant les sénatrices, entre 2014 et 2020, on est passé de 87 sénatrices à 121. Cela nous amène à avoir une évolution positive de la représentativité des femmes en politique. Certaines élections instaurant des contraintes paritaires, comme les municipales pour les communes de plus de 1000 habitants, les régionales, les départementales ou les européennes, ont favorisé l'accès des femmes à certains postes politiques. Les dispositifs paritaires ont donc montré leur efficacité à tous les échelons locaux, même si la majorité des têtes de liste reste encore masculines. Certains pouvaient prétendre qu'on ne trouverait pas de femmes assez compétentes pour assurer ces fonctions, qu'elles s'y désintéressaient. La réalité nous a montré une toute autre version. Cependant, des fortes disparités persistent encore, à savoir qu'en France, 1 maire sur 5 est une femme, une présidente d'intercommunalité sur 10 est une femme. Faut-il préciser encore qu'à ce jour, aucune femme présidente de la République n'a été élue alors qu'elle représente la moitié de la population française. On peut aussi observer des disparités dans la répartition, notamment des commissions thématiques pour lesquelles elles sont élues. Par exemple, on a des très fortes prédominances féminines dans les commissions des affaires sociales, de la santé, des éducations, alors que très peu de femmes sont dans les commissions dédiées au budget, finances ou dans le transport. Même si dans les commissions locales, on a quelques exceptions, mais le chemin de l'égalité est encore long à parcourir. Le Haut Conseil à l'égalité vient de rendre un rapport sur le thème qui nous réunit aujourd'hui et il a pu identifier différents freins d'accès des femmes au monde politique. Déjà, pour elles, l'entrée dans le monde politique se fait plus tardivement que les hommes, donc ce qui les pénalise, puisque l'entrée dans le monde politique se fait par réseau et par cooptation. Du coup, du fait qu'elles prennent ce retard, ça les pénalise.
Ils ont également identifié un processus d'apprentissage d'entrée en politique qui contribue plus ou moins directement à l'évincement des femmes dans l'exercice politique. Le premier, c'est les rites d'initiation qui désavantagent les femmes, notamment lors de la prise de parole en public, qui permettent de sélectionner les nouvelles recrues. Or, on sait que les femmes prennent moins souvent la parole en public que les hommes. Deuxièmement, le fait qu'ils missionnent des recrues pour des actions de terrain, par exemple distribuer des tracts, mobiliser des nouveaux entrants, entretenir des réseaux. Toutes ces missions-là nécessitent de mobiliser des compétences comme notamment l'esprit de la concurrence, la conquête, et ce type de compétences est plutôt transmise aux hommes dans l'éducation qu'aux femmes. Et troisièmement, ce qui est important pour entrer en politique, c'est consacrer un temps important à la vie politique en y sacrifiant une partie de sa vie professionnelle et familiale, et notamment par des réunions en soirée ou le week-end, alors qu'on sait que les femmes ont moins de temps à consacrer que les hommes, du fait de la part encore très inégalitaire de la répartition des tâches domestiques et parentales, du coup qui freine l'accès des femmes à des postes à responsabilité en politique et qui sont rémunérés. Dans ce contexte inégalitaire, les chercheurs ont également observé la banalisation des violences sexistes et sexuelles à l'égard des femmes dans le milieu politique, avec comme objectif des stratégies d'intimidation à l'égard de ce public. Dans cette enquête, une femme sur 3 a déjà songé à abandonner son mandat pour ces raisons-là. Quand elles essayent d'imposer, de se faire respecter, elles sont accusées d'autoritarisme, donc ce qui rend leur position assez délicate et souvent critiquée. La sexualisation et le déprofessionnalisme participent à une présomption d'incompétence qui les disqualifie. Donc, le Haut Conseil à l'égalité vient de remettre 20 préconisations pour pallier à ces difficultés, pour œuvrer dans un monde plus égalitaire en France. Nous voyons que le parcours des femmes en politique n'est pas facilité, mais ce n'est pas impossible. À quelques jours de la journée du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, nous pouvons voir que des actions pour arriver à l'égalité entre les femmes et les hommes sont encore nécessaires. J'en profite pour remercier les maires, les conseillères régionales, les conseillères d'Alsace ici présentes, aux élus hommes sensibilisés sur ces questions-là, aux citoyennes de tout horizon qui souhaitent se lancer dans le monde politique. À celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure, sachez que localement, il existe des structures pour vous soutenir, pour vous former et pour vous faciliter la prise de fonction ou l'exercice de votre mandat, comme par exemple Femmes d'Alsace qui est rattachée au réseau Elles aussi, les associations des maires qui organisent du coup des formations et des soutiens tout au long du mandat. Grâce à Madame Marie-Claire Bitou, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, nous allons voir de manière plus précise l'évolution de la place des femmes dans le monde politique. J'en profite pour la remercier d'être présente parmi nous aujourd'hui et vous aurez l'occasion à l'issue de sa conférence d'avoir un temps d'échange avec elle. Voilà, donc bonjour à tous et à toutes, même les invisibles. Alors la première remarque que je voudrais faire, c'est que pour moi il est important que j'explique d'où je parle, à quelle est ma légitimité à parler de cette question des femmes en politique. Alors il ne vous aura pas échappé que je suis une femme, mais ce n'est pas à ce titre, évidemment, que je prends la parole, mais bien comme historienne. Ce qui est une autre manière de me présenter, c'est de dire que je ne prends pas la parole comme anthropologue ou comme sociologue, mais bien dans une perspective historique d'un temps qui est celui de la modernité démocratique, que je vais y revenir. Être historienne, cela veut dire que c'est analyser la place des femmes en politique comme étant un phénomène historique, c'est-à-dire considérer que la place des femmes n'est pas une donnée une fois pour toutes, mais bien une construction historique par les sociétés au cours de leur histoire. Et que donc on peut déconstruire leur place pour mieux la reconstruire. Je veux dire par là qu'il y a deux conceptions en effet de la féminité, une conception qui est de dire que les femmes, il y a une sorte d'éternel féminin, et dans ces cas-là, on ne peut rien changer. Et il y a une autre de considérer que la féminité est une construction et qu'il y a une différence entre le sexe et le genre. Alors évidemment, j'ai employé un très vilain mot,
sexe, genre, identité sexuelle. Vous vous souvenez, il y a quelques années, de cette polémique qui n'a jamais d'ailleurs complètement disparu, comme l'enseignement de la théorie du genre à la maternelle. Enfin, on est allé dans des aberrations absolument incroyables, des blocages absolument pathétiques, mais c'est simplement des concepts dont nous avons besoin pour penser la réalité qui est la nôtre. Le corps est évidemment une identité biologique, physiologique et génétique qui relève de la nature, alors que le moi est une entité issue de la culture. Et donc la féminité est une construction historique, accessoirement la masculinité aussi. On y reviendra peut-être en particulier dans les questions. Donc, je m'oppose absolument à une vision fixiste de ce qu'est la féminité et la masculinité, et je suis évidemment partisan d'une vision constructiviste qui, accessoirement, nous redonne du pouvoir d'agir en tant que citoyens et citoyennes. Alors, je voudrais aussi préciser qu'il me semble évident qu'aucun intellectuel de bon sens ne nie les différences entre l'homme et la femme. Ce qui est en cause, ce n'est pas la différence, c'est l'inégalité. C'est bien l'inégalité. J'ajoute d'ailleurs que pour pouvoir poser une équation d'égalité, il faut d'abord poser une équation de différence. Si on est le même, il n'y a pas d'égalité, il faut bien qu'on soit différent pour pouvoir, excusez-moi, c'est des mathématiques et de la philosophie de bas de gamme, mais enfin, ça me paraît absolument élémentaire, en particulier quand certaines visions de candidats à la présidentielle s'opposent à ces évidences. Donc, je m'appuie sur la citation de Françoise Héritier qui est derrière moi. Alors, je vais repartir, moi aussi, d'une certaine manière, par quelques chiffres que vous avez abordés tout à l'heure, de tristes chiffres, mais qui s'égayent. Alors, je les ai remis un petit peu dans l'histoire. J'enlève mes lunettes parce qu'en fait, j'en ai pas besoin. Donc, je les ai remis un petit peu dans l'histoire récente. Octobre 1945, nous sortons de la guerre, et vous avez un petit mouvement de l'élan patriotique, solidaire et égalitaire. Après tout, les femmes, elles aussi, ont pris les armes. Elles ont été nombreuses dans la résistance. Et du coup, on arrive à un chiffre absolument incroyable de, pas tout à fait, 6% de la population. Et vous voyez que le soufflet retombe immédiatement, et on a ces chiffres absolument pathétiques où on tourne aux alentours de 1 et 2%. Novembre 1958, c'est l'établissement de la Ve République, le gaullisme, et ça n'a pas été une période favorable à la représentation des femmes. On est dans une modernité démocratique, une république démocratique et sociale proclamée avec le CNR, le Conseil national de la résistance, mais les femmes n'en font pas partie. Toute la période gaullienne et pompidolienne stagne. La période giscardienne, vous vous rappelez, donc 1974, il a été élu le jour de mes 20 ans, on s'en remet difficilement. Bien, la période giscardienne de modernisation de la vie politique nous fait approcher des 4%. La période mitterrandienne, juin 1981, on augmente un petit peu, mais tout ceci est tout de même très médiocre. Il y a un petit effort encore en 97 avec Lionel Jospin qui fait un acte proactif, enfin un petit peu d'activisme pour qu'il y ait des femmes candidates, mais il faut vraiment attendre la loi de la parité en l'an 2000 pour qu'on atteigne des chiffres qui commencent à devenir corrects. Avec presque 28% en 2012 de femmes députées, la France est au 36e rang sur 191 pays, mais en 2016, il y a une petite régression à 26%. La France a rétrogradé au 60e rang, manière de dire quand même que nous nous gargarisons de nos progrès, mais que, comment dire, par voie de comparaison, on n'est quand même pas les premiers. Voilà. Mais en juin 2017, on est à près de 39%. Et donc, depuis 2017, il me semble, enfin, je ne suis pas Madame Soleil, les historiens doivent vraiment se méfier de prévoir le futur, mais il me semble qu'il y a là un changement structurel parce on dépasse le tiers. Autre élément intéressant, je la commenterai très rapidement, la ligne du haut en bleu clair, c'est la ligne des candidatures, et celle qui est en bas, la bleu foncé, c'est la ligne des élus.
Alors, ce qui est très intéressant, pas de candidature et pas d'élu de 1958 à 1968, mais 68 a été, de ce point de vue-là, un mouvement d'intégration des femmes dans la vie politique. Mais ce qui est très intéressant, c'est les écarts entre les candidatures et les élus, ce qui veut dire que les partis se sont amusés quand même pendant de très nombreuses années de mettre des candidates femmes de manière à ne pas payer trop de pénalités, mais en réalité de les mettre dans des circonscriptions qui étaient totalement ingagnables par le parti qui les présentait. Or, si vous regardez l'extrême fin, c'est-à-dire 2017 des courbes, vous voyez que l'écart entre les candidatures et les élus se rétrécit, ce qui veut dire qu'on met maintenant des candidates femmes dans des candidatures qu'elles peuvent gagner. Et là, on est sur une moindre fragilité de l'insertion des femmes en politique. Là aussi, ça me semble structurel. Sur les femmes sénatrices, que l'on voit comme étant un lieu où il est moins facile d'être élu, puisque vous savez que c'est à l'indirect, hein, c'est-à-dire que ce sont les maires et les députés qui élisent, eh bien, on voit là aussi ce changement structurel depuis l'an 2000, avec un peu plus de 30%, pas tout à fait le tiers, de femmes sénatrices. Alors, pour les maires, eh bien, c'est la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Première photo, je vous mets au défi de trouver une femme. Deuxième photo, il y a quand même Anne Hidalgo devant. Et si vous regardez, il y a quelques visages féminins. Enfin, il faut vraiment y aller quasiment à la loupe, hein, pour les voir. Voilà, et quelques dates, encore une fois très rapidement, parce que je laisse regarder pendant que je parle. On voit ces chiffres absolument incroyables et surtout on voit l'écart, vous y avez fait allusion tout à l'heure, on voit l'écart entre le nombre de conseillères municipales et le nombre de maires. Et moi, j'ai coutume à dire que plus on s'approche de l'exercice réel du pouvoir et moins les femmes sont élues. Et dans ma vie professionnelle, je disais souvent, nous les femmes, nous avons les responsabilités, mais nous n'avons pas le pouvoir. Et je voudrais bien qu'on fasse la distinction. Elle est encore essentielle. Voilà. Alors, voilà, donc peut-être en effet, est-ce que les femmes, au fond, les hommes obtiennent le pouvoir par le vote et les femmes grâce à la parité, peut-être qu'il leur faut ces béquilles-là, hein, pour pouvoir entrer en politique. Bien, alors je vais développer, après cet état des lieux, je vais développer mon propos. D'abord, j'aimerais comprendre pourquoi la France du pays des droits de l'homme, avec un H majuscule, pourquoi elle a été si longtemps en si mauvaise posture. Donc, il y a quand même un paradoxe qu'il va falloir expliquer. Ensuite, j'essayerai de comprendre ce qu'il me semble être le changement structurel que nous vivons depuis peu de temps. Et enfin, j'aimerais examiner une question, mais enfin, sincèrement, je n'aurai pas de réponse. C'est est-ce que les femmes sont des hommes politiques comme les autres ? Voilà, mais peut-être que ça ouvrira le débat. Alors, ma première remarque, la première question, c'est comprendre cette exclusion démocratique de la mort d'Olympe de Gouges le 3 novembre 1793 à la loi de la parité en 2000. Vous voyez, je vais vous faire quasiment 2 siècles, à moi, 2 siècles, non 3, enfin je ne sais plus, bon, je suis très mauvaise en calcul, non 2 siècles, j'ai raison, en peu de temps. Bien, alors je vais d'abord refuser l'explication un petit peu gauloise comme ça, hein, d'une France où c'est l'homme qui porte la culotte, après tout on a bien exclu les femmes du pouvoir, la loi salique, etc., etc. Et non, je vais vous dire que cette exclusion des femmes en politique n'est pas un résidu du passé, que ce n'est pas une résistance du vieux monde phallocrate, hein, les Gaulois réfractaires. Je fais l'hypothèse, enfin je ne suis pas la seule, hein, qu'au contraire, ce sont les circonstances particulières de l'établissement de la modernité politique en France qui expliquent l'exclusion durable des femmes dans la vie politique française. Et c'est ce que j'appelle le moment Olympe de Gouges. Alors, Olympe de Gouges meurt sur l'échafaud le 3 novembre 1793 parce qu'elle a demandé, la première, elle a proclamé l'universalité des droits de l'homme et du citoyen. On dit souvent droit universel, mais en fait, ils vont être réduits à la seule masculinité. Elle a donc, dans le cadre de la modernité politique qui s'éveille en 1789, défendu une participation des femmes à la souveraineté politique et elle a payé son échec de sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est que la modernité politique ? La modernité politique, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 25 août 1789, qui proclame « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Homme, ce n'est pas
le vir latin, c'est homo, hein, l'humanité. Et c'est aussi cette modernité politique qui proclame dans son article 3 le principe de toute souveraineté réside essentiellement, c'est-à-dire par essence, dans la nation. Autrement dit, le pouvoir ne vient pas de Dieu. Accessoirement, Dieu pouvait donner le pouvoir aux femmes, Élisabeth Ier d'Angleterre ou les régentes. Hein. Donc, le pouvoir ne vient pas de Dieu, il vient de nous, chaque citoyen qui sommes les premiers, et citoyennes qui sommes les premiers hommes ou femmes politiques. Donc, c'est ça la modernité politique, c'est l'idée que le pouvoir, enfin c'est la souveraineté populaire, que le pouvoir vient du peuple. Et quel est ce peuple citoyen? Eh bien, ce que Olympe dit, c'est que les femmes font partie de l'humanité et que dès lors, elles aussi possèdent une parcelle de la souveraineté. Hein. Alors, voilà ce qu'elle dit, la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter sur la tribune. Je trouve que la formule est quand même intéressante. La femme naît et demeure égale à l'homme en droit, c'est son article 1er. Et article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme, nous dit Olympe de Gouges dans sa déclaration des droits de la femme. Donc, elle signifie bien que la différence biologique ne signifie pas une infériorité de la femme, et elle affirme que la femme en tant qu'humain possède une parcelle de la souveraineté populaire. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas convaincu? Pourquoi est-ce que son sort, c'est la guillotine? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en affirmant que la différence biologique n'implique pas une inégalité de compétences entre l'homme et la femme, elle se trouve complètement à l'azimut, elle se trouve complètement en opposition avec le moment des Lumières. Alors, on est tous été biberonnés à l'idée que les Lumières, c'est la rationalité, c'est l'universalité des droits et qu'on a véritablement sacralisé en quelque sorte la démocratie dans le moment des Lumières. En fait, le moment des Lumières va naturaliser, insérer dans la nature la différence entre l'homme et la femme, et il va donc enraciner durablement l'exclusion des femmes dans la sphère politique. Je m'explique. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, se produit un phénomène, ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme un peu barbare, mais enfin les historiens sont assez compétents pour inventer des concepts qu'il leur faut 1 heure à expliquer. Hein. C'est ce qu'on appelle la naturalisation du genre. C'est-à-dire, il y a une véritable mutation du regard médical qui affirme la radicale différence, et à partir de la différence, la radicale infériorité des femmes. Alors, je pourrais, par les questions, c'est un petit peu grillard, vous expliquer un peu les conceptions médicales de la procréation. Mais pour aller très, très rapidement, dans la doctrine médiévale, il y avait 2 semences, masculine et féminine, qui concouraient à égalité à faire les enfants. Avec la découverte du microscope à la fin du XVIIe siècle, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait bien en effet l'ovule, semence féminine, mais qu'il y avait le spermatozoïde, et que le spermatozoïde faisait tout le boulot. C'était lui qui était actif. Et qu'il fallait donc du coup que la femme ne bouge pas trop parce qu'elle augmentait son travail de manière à ce qu'il puisse y avoir fécondation. Et donc tout le discours médical va aboutir à faire de la femme un être passif qui doit surtout rester passif de manière à ce qu'il y ait procréation. Et c'est l'homme qui lui est actif, c'est l'homme qui va être dans la compétition avec l'hétérospermatozoïde. Je pense toujours à la chanson des frères Jacques, enfin, ça me, voilà, et moi, et moi, et moi. Et donc, c'est lui qui est dans la compétition dès l'acte de procréation. Hein. Donc, vous avez une naturalisation du genre qui amène la femme à être faible, à être dominée, à être émotive, à être irrationnelle. D'accord? Et surtout à être passive. C'est même une injonction à la passivité. Hein? Bien. Or, au même moment, il faut bien voir que les 2 mouvements intellectuels et de courants intellectuels se produisent au même moment et vont converger. Le mouvement des Lumières, tel que nous le connaissons, avec des gens comme Montesquieu, Diderot, Rousseau, Voltaire, vont affirmer que la légitimité du pouvoir politique
appartenant au peuple, eh bien, cette légitimité du pouvoir appartient à un peuple éclairé qui exerce sa raison. C'est-à-dire qu'il va y avoir un débat démocratique, on va entendre des arguments rationnels et à ce moment-là, la décision va être prise par un processus de discussion démocratique et rationnelle. Au moment même où on fait de l'acte politique un acte rationnel, on déclare que les femmes ne sont pas dotées de raison. Et à ce moment-là, évidemment, elles ne peuvent pas participer de la souveraineté puisqu'elles sont toutes émotions, puisqu'elles sont toutes irrationalité, c'est ce qui fait leur charme, c'est bien connu. Il était donc absolument logique et pas du tout paradoxal, au regard de l'histoire, que ce soit en France, pays de la Déclaration des droits de l'homme, pays qui le premier a accordé le suffrage universel masculin en mars 1848, que ce soit en France, que la représentation des femmes en politique soit aussi minoritaire et aussi difficile. Je vous rappelle quand même que les femmes ont eu le droit de vote, ça paraît incroyable, avant nous, aux États-Unis bien sûr, en Angleterre quand même. Hein, bon, on les a battus au rugby, ça va. Hein, bon, en Allemagne, alors que l'Allemagne, en Prusse particulièrement, ne donnera le suffrage universel aux hommes, ne donnera le suffrage aux hommes que 40 ans après nous, après 1848. Donc, il y a là une naturalisation du genre. Comprenez-moi bien, le Moyen-Âge ou l'époque moderne n'a pas eu des femmes libérées. Je ne suis pas en train de dire ça. Ça ne vient pas de rien, hein, évidemment. Mais c'est quand même une rupture fondamentale qui s'est passée à l'âge moderne parce que c'est lourd de conséquences. Parce que l'enracinement de l'infériorité des femmes et de l'incapacité politique des femmes ne se fait plus dans la culture, dans la religion, hein, elle se fait dans la nature. Et la nature, ça ne se bouge pas. Hein, c'est atemporel. La culture, ça se change, ça se déconstruit, mais c'est évidemment bien plus difficile de combattre une légitimation d'exclusion par la nature. Voilà donc pourquoi la France, ce n'est pas paradoxal que nous ayons tellement de mal à avoir des premiers ministres. Pensez au sort d'Édith Cresson, Premier ministre, la façon dont elle a été laminée dans son mandat. Alors, deuxième moment, comment expliquer ce changement qui me semble structurel, hein, même si je pense que la présence des femmes en politique, il faut toujours la justifier. Hein. Ce n'est pas gagné. Et alors, encore une fois, s'il y a une chose que l'historienne peuvent dire, ce n'est absolument pas le futur, mais de vous dire que tout peut recommencer. Alors, ce ne sera jamais pareil, mais tout peut recommencer. Hein, qui aurait deviné que, par exemple, on aurait la guerre en Ukraine, auquel vous avez fait allusion ce matin, qui aurait deviné que après 1945, on pourrait se retrouver avec des positions de ce type. Bien. Alors, pourquoi ces changements, aussi fragiles soient-ils, pourquoi ces changements? Alors, le premier temps de ces changements, il faut bien le comprendre, c'est que ce n'est absolument pas une évolution venue des profondeurs. C'est une décision politique volontariste. Et je crois qu'il faut bien comprendre qu'un certain nombre de révolutions sociétales ont pu évidemment être provoquées, ont toujours été provoquées par les changements de la société. Par exemple, en 1981, lorsque Badinter et Mitterrand décident la suppression de la peine de mort, il y a eu bien sûr un mouvement abolitionniste depuis de nombreuses années. Mais enfin, si on faisait une radio-trottoir en 1981, eh bien, il y avait encore une majorité de Français pour vouloir maintenir la peine de mort. Hein. Et donc, un certain nombre, bien sûr, il y a une évolution de la société, sinon le politique ne changerait pas. Lorsque Giscard d'Estaing, comment dirais-je, est élu en 1974, il abaisse la majorité de 21 à
18 ans. Donc, il fait un certain nombre de réformes qui sont demandées par la société, mais ces mouvements sociaux sont extrêmement minoritaires. Et donc, c'est d'abord une décision politique volontariste qui va changer le cadre de participation des femmes à la politique. Donc, ce ne sont pas les représentations hommes-femmes qui ont évolué avec les mœurs. Il a d'abord fallu les préconisations du Parti socialiste en 1990 pour préparer la loi sur les candidatures, la loi de l'an 2000. Bon. Alors, donc dans cette France des droits de l'homme, il y a eu une très forte réticence à cette loi de la parité, en particulier parce que se sont alors exprimées, quand on commençait à en parler, toutes sortes de demandes pour que soient représentées des minorités. Ça a été les minorités noires, ça a été les minorités noires antillaises, musulmanes, etc. Il y a eu tout un mouvement pour dire, mais finalement, si on permet aux femmes d'être représentées en politique en tant que femmes, eh bien dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas également un certain nombre de quotas pour les minorités noires, etc. Et donc, il a fallu philosophiquement fonder sur l'universel la seule représentation politique des femmes. Et c'est ce qu'a fait, enfin ce que résume ici Madame Senak-Slavenski. La féminité résulte de la division première et universelle du monde en deux parties équivalentes. La féminité, au même titre que la masculinité, est une catégorie universelle. On a l'impression qu'elle enfonce une porte ouverte, mais en réalité, c'est pour fermer la porte aux revendications qu'on peut peut-être entendre dans d'autres secteurs. Là, nous parlons de la représentation nationale. On peut le comprendre dans des associations ou autre chose. Mais au niveau de la représentation nationale, eh bien, il y a la couleur de peau, l'origine culturelle, l'origine nationale, musulmane, noire, etc., n'est pas une catégorie universelle, puisqu'il n'y a qu'une seule espèce humaine, et cette espèce humaine, elle se divise elle n'est divisée, comment dirais-je, fondamentalement qu'entre l'homme et la femme. Après, ils peuvent être de couleurs, de religions, etc., différentes. Donc ça, c'était aussi le mouvement, j'abonde un petit peu là-dessus, c'était aussi le moment, rappelez-vous, de est-ce qu'on peut utiliser le mot de race ? Voilà, et donc l'importance de rappeler qu'il n'y a qu'une espèce humaine, et donc il ne peut pas y avoir de race, et donc du coup revenir à l'universel. Voilà, donc ça a pris un certain temps, si vous voulez, pour que cette politique volontariste puisse se déployer. Dans un second temps, après presque une génération ou pas, deux phénomènes concomitants se sont passés. D'une part, la normalisation, je dirais la banalisation de la présence des femmes dans la vie politique à tous les échelons. Ah pardon, excusez-moi, ça c'est, on s'en fiche. Voilà. Alors je vous ai mis là deux images que j'aime beaucoup. Et d'abord une phrase qui m'avait beaucoup frappée parce que bon, quand même en 83, j'étais déjà là, si je puis dire. Vous n'en doutiez pas vu mon visage. Les femmes, cette phrase de Françoise Giraud est incroyable. Vous savez qu'elle était la secrétaire d'État à la condition féminine. C'est un secrétariat d'État qui avait été créé par Valéry Giscard d'Estaing. Lorsqu'il avait été élu, je crois que c'est en 1975, il a créé ce poste et elle en avait été une des titulaires. La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Je trouve que la formule est assez intéressante, d'abord parce qu'elle nous rabat peut-être un petit peu le caquet, voilà, mais surtout parce qu'elle dit bien en effet qu'au fond, il y a des hommes au pouvoir, mais qu'ils peuvent briller par leur incompétence et que ce n'est jamais un problème. Voilà. Et l'autre, qui était peut-être un petit peu petit, grâce à la parité, nous aurons un jour une présidente, pourvu qu'on n'ait pas une dictatrice. Ce qui permettra de poser l'autre question, c'est-à-dire est-ce que les femmes gouverneront de façon différente. Bien, donc il est clair que ça c'est quand même relativement, il me semble que c'est relativement banalisé. Néanmoins, en même temps, pour paraphraser le mantra présidentiel, eh bien, je crois qu'on est entré dans un moment d'extraordinaire violence de la résistance à l'égalité homme-femme. On pourrait croire que ça y est, la bataille est gagnée et que tout va pour le mieux. Pas du tout. Je suis extrêmement frappée
par la violence du masculinisme qui se déploie actuellement. Alors, je veux bien croire en effet que l'augmentation des viols, des agressions sexuelles, des violences conjugales dans tous les milieux peut être un phénomène statistique et peut être lié au fait qu'il y a maintenant des éléments de dénonciation. Je veux bien le croire. Par contre, on entend, et depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, des présidents de la République remettre en cause les acquis de mai 68, en considérant qu'on a là bouleversé l'ordre dans l'école, etc., etc. On entend tout de même, j'y faisais allusion tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, on entend la soi-disant théorie des genres qui aurait été enseignée dans les maternelles à nos enfants, où on aurait appris aux enfants à faire du touche-pipi, etc., etc. On est dans des délires de dénonciation de toutes les politiques qui sont menées dans l'éducation pour l'égalité homme-femme, pour changer dès l'enfance les représentations masculinistes et anti-féminité. Et je vous rappelle quand même que nous avons un candidat à la présidentielle qui dit que les problèmes de la France viennent de la dévirilisation de la France. C'est quand même extraordinairement gravissime, enfin à mes yeux, je ne prends pas position politiquement, mais enfin ça me paraît mais complètement dingue que nous puissions avoir aujourd'hui un tel discours. Et je pense véritablement que justement le fait que structurellement les femmes s'approchent des sphères du pouvoir provoque une résistance encore plus violente de la part des représentations masculinistes. Donc il y a là un moment, je crois, d'extrême vigilance qu'il nous faut avoir pour stabiliser les acquis actuels. Alors, je pensais le dire en conclusion, mais je vais le dire maintenant parce que ça me paraît logique. J'ai été très intéressée par l'ouvrage de Olivia Gazzalé qu'elle a publié en 2017, Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. Et elle explique que donc depuis, alors je ne parle pas des mouvements féministes d'avant mai 68 parce que ce serait un petit peu trop complexe. Mais depuis mai 68, elle explique que le mouvement féministe a considérablement remis en cause, retravaillé le concept de la féminité. Par contre, travailler le concept de la virilité, ça, c'est pas fait du tout. Et donc, elle dit que, ça me paraît très intéressant, elle dit qu'au fond, dans ces représentations hommes-femmes et dans les représentations de la relation entre les hommes et les femmes, ce qui est actuellement en jeu, c'est de prendre la pleine mesure de la mutilation chez les hommes de toute une série de compétences et de qualités du fait de la représentation masculiniste qui leur est imposée dès le plus jeune âge. Donc, toutes les qualités qu'ils peuvent avoir, qui ne sont pas des qualités féminines, qui sont des qualités humaines, eh bien, elles sont amputées. Et que donc, le mouvement féministe aurait pour avenir de travailler sur l'autre pôle de la relation homme-femme, c'est-à-dire sur le pôle de la virilité. Et de fait, on voit aux États-Unis, et ça nous vient maintenant en France, des mouvements d'extrême violence de défense, de crispation sur la masculinité dévoyée et meurtrière, mais qui est en fait le signe d'une extraordinaire blessure de leur individualité, de leur individuation, qui est cette amputation d'une partie de leur qualité humaine, qui sont le parallèle des amputations que nous avons subies dans la féminité. Alors, mon troisième propos, alors peut-être je vais revenir en arrière. Oui, bon, c'est pas, je laisse là, c'est bon. C'est est-ce que les femmes sont des hommes politiques comme les autres? Bien. Alors, c'est en effet une question auquel je ne pourrais pas donner une réponse définitive parce qu'elle divise les féministes elles-mêmes entre les universalistes et les différentialistes.
Bien. Est-ce qu'une femme va exercer différemment le pouvoir? Les universalistes vont répondre non et les féministes vont répondre oui. Alors, je simplifie un petit peu avec ces deux courants. Il est extrêmement, comment dirais-je, extrêmement divers. Il est vrai aussi que c'est une première phase d'un mouvement, comment dirais-je, de renouveau culturel que d'avoir une multiplicité de chapelles, et qui ont pas mal de querelles internes, et on sait qu'elles vont converger à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, je suis un petit peu frappée par l'émiettement du mouvement féministe et donc par leur affaiblissement intérieur, par des querelles ou des tensions, des tensions de fond qui sont dommageables pour moi. Mais donc, je vais résumer en deux grands courants, les universalistes et les différentialistes. Alors, le courant universaliste affirme la différence homme-femme. Je vais parler du courant universaliste. Évidemment, il y a une différence entre les hommes et les femmes, mais elle considère que l'insertion des femmes en politique doit se faire sur leur appartenance à l'humanité, c'est-à-dire indépendamment de leur caractère féminin. Autrement dit, parce qu'elles ont les mêmes compétences que les hommes, parce qu'elles appartiennent à la communauté humaine, c'est sur ce domaine-là qu'elles doivent entrer en politique. Alors, la personne qui l'exprime le plus, c'est Elisabeth Badinter, qui, par exemple, va toujours refuser de répondre à des questions concernant sa famille et ses enfants, considérant qu'en effet, ce n'est pas des questions qu'on va poser à son mari. Donc, elle considère que quand elle prend position, elle n'a pas eu de carrière politique, mais une philosophe, quand elle prend position en tant qu'esprit. Elle s'adresse pas à un sexe particulier, mais elle s'adresse à l'humanité avec un H, et donc elle ne le fait pas en tant que femme, elle le fait en tant qu'esprit. Voilà. Donc ça, c'est le courant universaliste. Et donc pour ce courant, les femmes s'insèrent comme les hommes dans les partis, dans l'exercice du pouvoir, etc. Bien, le courant différentialiste, au contraire, affirme que ce sont les différences hommes-femmes qui vont structurer l'insertion des femmes dans la vie publique. Pour elles, la différence de notre être unitaire femme ne peut pas dissocier la vie publique et la vie privée. Il ne peut pas y avoir de dissociation. Voilà. Donc, on est femme, puisqu'on l'est dans notre unité, dans notre individualité, automatiquement, c'est en tant que femme appartenant à l'humanité, mais en tant que femme, qu'on va arriver avec notre sensibilité particulière, différente, à nous insérer dans la vie politique. Donc, évidemment, je ne vais pas vous dire qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Voilà. Moi, je peux simplement dire que par ma formation et par ma génération, puisque donc je suis née en 1954, eh bien, je fais partie de cette génération universaliste qui a pensé que, avec les réformes, l'abaissement avec les progrès de la démocratie sociale et politique, on allait pouvoir nous insérer en politique. Et on a raté. Évidemment, ça a fait pchit, comme dirait un autre président de la République. Ça a complètement échoué. On est resté sur des chiffres à 5-6% jusqu'à ce qu'il ait fallu cette loi de la parité, cette loi 2000. Donc, je reconnais que je fais partie de ceux qui se sont trompés, de celles qui se sont trompées. Mais dans ma vie professionnelle, l'idée qu'on pourrait me donner un poste parce que j'étais femme était impossible pour moi. Impossible. Bon, je trouve que j'ai reçu la Légion d'honneur. Ça a été mon premier... Je l'ai reçu, la cérémonie était le 13 novembre 2015. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire quand on rentre le soir, qu'on a fait on pleure presque, quand on a fait un discours sur, comment dirais-je, être promue le 14 juillet, ce qui a un sens pour la républicaine que je suis, la démocrate que je suis, qu'on rentre chez soi et qu'il y a le Bataclan, la Belle de Mai, etc. Je trouve que c'est assez terrible. Et la première partie de mon discours était de dire que pendant un moment, j'ai pensé refuser. Et il a fallu que je fasse tout un travail pour me dire qu'après tout, à casting égal, j'avais bien le droit d'avoir moi aussi, que j'étais aussi incompétente que celui qui allait la recevoir. Mais il m'a fallu du boulot, il m'a fallu du travail. Donc, je suis universaliste à titre personnel, mais je peux concevoir en effet que c'est le différentialisme qui a fait la différence.
Alors, mais je pense que je voudrais aller un petit peu plus loin que pour répondre à la question est-ce que les femmes vont gouverner ou exercer le pouvoir différemment. Je ne suis pas complètement satisfaite par cet antagonisme doctrinal parce qu'il me semble que le changement structurel qui est en cours actuellement, cette féminisation des instances du pouvoir, s'inscrit dans une mutation systémique beaucoup plus profonde que celle de la participation des femmes à la vie politique. À mon avis, nous sommes dans une période de restructuration, pour moi de crise, des institutions républicaines. Les femmes, on leur ouvre les portes à un moment où la maison s'écroule. Il y a une méfiance généralisée vis-à-vis des partis. Vous avez vu l'abstention des dernières élections municipales, et qu'on ne vienne pas me dire que c'est le Covid, hein, d'accord, 58,4% d'abstention, 20 points de plus qu'en 2014. À Mulhouse, dans le Haut-Rhin, qui a donc une femme maire, hein, Madame Lutz, 4 listes étaient en lice et la participation n'a atteint que 24,57%, c'est-à-dire même pas 25% du corps électoral. Madame Lutz, qui évidemment a été élue avec moins de 10% des inscrits. Elle est légitime. Je ne le dis pas parce que c'est une femme, surtout, hein, ne me faites pas dire ça. Je dis simplement qu'il y a là une crise profonde de la démocratie. Une crise profonde aussi qui se voit avec le vote aux extrêmes, hein, et l'apparition et l'affirmation d'un extrémisme, à mon avis, antidémocratique. Enfin, je ne suis pas la seule à le penser. Bon. Et il y a eu aussi ce mépris, cette perte totale de confiance dans les partis politiques qui a amené, en particulier, c'était Emmanuel Macron, mais il a été l'homme du moment, hein, à désigner des néophytes en politique. Hein. On sait que 2/3, je crois, des députés actuels, femmes et hommes, n'avaient pas été eu le moindre mandat électoral auparavant. Donc, avec des représentants à la fois plus jeunes, plus féminins, représentants de la société civile, en particulier donc, dans le parti de l'AREM. Hein. Donc, cette mutation profonde du corps politique, qu'est-ce qui relève du féminisme et qu'est-ce qui relève de la crise du politique? Qu'est-ce qui relève de la crise du politique? On fait une place aux femmes à partir du moment où plus personne ne veut y aller et à partir du moment où ça va mal. On me dira, je suis absolument persuadée que les sociétés africaines fonctionnent grâce à leurs femmes. Hein. Donc, peut-être qu'en effet, ce n'est pas idiot d'appeler les femmes au moment où ça va mal, parce qu'elles vont faire quelque chose. De même, la revendication d'autres pratiques démocratiques, les gilets jaunes, les ZAD, etc., c'est un signe, hein, de cette crise démocratique. Jamais la démocratie n'a été parée d'autant d'adjectifs. La démocratie libérale, participative, citoyenne, inclusive, etc., etc. Elle va très mal. C'est comme la laïcité. Le mot suffit, mais on est là, positive, ouverte, négative, fermée, etc. Ça prouve bien qu'on ne sait plus de quoi on parle, on ne sait plus comment ça fonctionne. Alors, les femmes nouvellement élues se coulent-elles dans ce moule qui en plus se fissure, hein, se fracture, et font-elles de la politique comme les hommes? Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que depuis la loi 2000, se sont multipliées des formations en ligne, vous y avez fait allusion, hein, tout à l'heure, des formations souvent et pour permettre aux femmes de prendre complètement leur place dans le système. Alors j'ai pensé à l'action des femmes du Haut-Rhin depuis les années 1970. Petite précision, quand j'ai tapé sur Internet « femmes du Haut-Rhin », la première proposition était plan cul Haut-Rhin, totalement non payant. La seconde était femmes célibataires et dispo. La troisième, rencontre meuf. Et les 3 pages suivantes, c'était ça. Tapez femmes du Haut-Rhin et vous aurez cela. Donc, j'ai cherché et je suis quand même arrivée à l'association qui est née en 1975. Et cette association fédère aujourd'hui, est une confédération de 9 associations locales et elle encourage et soutiennent les femmes à s'insérer dans la politique. 75. Et c'est la première modernité de l'époque de Valéry Giscard d'Estaing. Et alors, donc, vous avez des manuels de survie à destination des femmes en politique, donc vous l'avez sous forme de livre, et vous l'avez exactement en ligne. Alors, ce module en ligne, maîtrisé
alors, il y a plusieurs modules. Je vous donne les titres. Là, cette fois-ci, il faut que je mette mes lunettes, excusez-moi. Premier module, maîtriser les codes du pouvoir. 2 points, assertivité. Développement personnel, gestion du stress, affirmation, prise de parole, arts oratoires. Deuxième module, maîtriser les codes du pouvoir, toujours influence. Développement personnel, leadership, confiance en soi, savoir-être, efficacité personnelle. Voilà. Donc, d'une certaine manière, ces formations en ligne apprennent à développer les mêmes qualités que celles dont disposeraient naturellement, c'est-à-dire depuis leur éducation intra-utérine, les hommes. Il s'agit de les faire comme les autres pour les faire réussir dans le système tel qu'il est. Je décris, vous sentez que je suis un petit peu ironique, mais bon, allez, je suis historienne et pas femme, donc je constate simplement, si vous voulez, que le système a généré des formations pour réussir à l'intérieur du système. Voilà, pour réussir à l'intérieur du système. Bon, alors, voilà, je pense à la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, en poste depuis 2017. Elle a trouvé le moyen de nous faire un petit bébé pendant qu'elle était première ministre. Elle est née en 1980 et elle a montré de réelles qualités politiques, au sens noble du terme, lorsqu'il y a eu les attentats de Christchurch, je crois, et le journal, un journaliste du Guardian lui a prêté ces qualités-là, lui a reconnu ces qualités-là. Elle possède tout ce qui fait défaut à nos dirigeants, l'humanité, l'empathie, la transparence et la compassion. Sincèrement, pour moi, ce ne sont pas des qualités féminines, c'est de l'humanité. C'est de l'humanité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que M. Poutine ou d'autres n'en font pas preuve actuellement. Mais c'est humanité, ben oui, empathie, transparence et compassion. Mais il se trouve que ce sont des femmes qui ont pu montrer le chemin, peut-être, aux hommes. Alors maintenant, est-ce qu'elles s'intègrent vraiment complètement de la même manière? Alors, vous savez que depuis l'an 2000, donc il y a eu un certain nombre d'élections législatives, et une étude française portant sur les 15 dernières années, donc depuis après 2000, a montré plusieurs caractéristiques de l'insertion des femmes en politique. Et je trouve que c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Beaucoup de celles qui se sont engagées après le vote de la parité, donc en 2000 ou en 2004, ont commencé leur vie politique vers 50 ans, 55 ans, c'est-à-dire quand les enfants étaient élevés. C'est quand même intéressant. Et beaucoup de ces femmes élues en 2000 ou en 2004 ont fait 1 ou 2 mandats et se sont arrêtées. Et les arguments qu'elles donnent, c'est « j'ai envie d'autre chose ». J'ai envie de m'occuper de mes petits-enfants, après m'être occupée de mes gosses. J'ai envie de peindre, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire autre chose. Et je trouve ça très intéressant. Parce que si on entend des hommes en politique, qu'est-ce que c'est que ces bonnes femmes qui font que 1 ou 2 mandats et puis qui ensuite vont planter leurs choux? C'est pas correct. La politique, c'est une mission, c'est un engagement, c'est toute une vie. Et puis elles disent, mais non, il y a une autre vie. Et il y a une autre vie et on a servi la collectivité tant qu'on l'a pu, mais peut-être qu'on est utile ailleurs et autrement. Donc c'est quand même intéressant, ça me fait du bien, je vais vous dire, de pouvoir peut-être suggérer qu'elles vont peut-être s'insérer dans la vie politique, non pas en se coulant dans le moule de la façon dont ils fonctionnent actuellement, mais avec leur petite musique particulière. Voilà, donc vous le voyez, c'est plutôt un questionnement sur lequel je voudrais terminer. Je ne voudrais pas conclure sous forme fermée, mais plutôt ouverte. C'est vraiment une question pour moi, peut-être que je ne le verrai pas vu mon âge, mais est-ce que les femmes vont être en capacité de, non pas sauver la démocratie, mais qui est en crise vraiment, je le pense très profondément, mais d'être à capacité de faire renaître, de recréer, d'enfanter, on va le dire comme ça, d'enfanter un réel modèle démocratique, profondément humaniste, empathique, transparent et compassionnel. Je vous remercie.
Merci énormément, Marie-Claire Vitou. Je tiens maintenant à inviter Dominique Ranger. Votre nom a été déjà cité plusieurs fois en amont. Si vous souhaitez nous partager peut-être votre perception des choses, ça me semblait tout naturellement que vous ayez votre place ici même, à côté de Marie-Claire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je n'avais pas vraiment préparé grand-chose à vous dire. J'ai pris quelques notes au fur et à mesure du déroulé de cette passionnante conférence. Alors, bien sûr, je vais aussi remercier Hors du commun, que je suis depuis sa naissance, d'avoir organisé ça, même si on a eu beaucoup de mal et il a fallu tous ces mois qui sont passés jusqu'à ce qu'enfin ça se fasse. Bien sûr, Arnelle Amauchamp, puisqu'elle a repris le flambeau après moi. Et avant tout, bien sûr, Madame Vitou pour ses propos tellement intéressants. Et je me dis que j'ai eu bien du flair, finalement, il y a plus de 2 ans, de repérer cette, cette présence et cette force dans l'analyse historique des choses et que finalement, ainsi, on peut en profiter ici et puis aussi les personnes qui nous suivent par visio. Alors effectivement, rien n'est gagné, ça c'est sûr. Donc j'invite tout le monde, femmes et hommes, à rester attentives et attentifs à ces questions de l'égalité et à avoir ou à développer un regard critique et acéré sur la société, sur la vie, questionner tout le temps ce qui se passe pour les femmes, comment ça se passe pour les hommes, essayer d'avoir un regard symétrique pour analyser de façon plus précise la trajectoire des uns et des autres et y repérer aussi le poids des injonctions socio-culturelles qui pèsent sur les uns et sur les autres. Et vous avez cité Olivia Gazalet, bien sûr, le mythe de la virilité, c'est très intéressant. On a parlé du masculinisme aussi. Il y a Patrick Jean, qui est quelqu'un de très intéressant, que j'aurais bien aimé faire venir aussi un jour, et puis je suis partie, il y a eu le Covid et je suis partie, bref. Mais il y a peut-être là encore tout un tas de projets pour vous qui êtes là à organiser encore des conférences au fil des mois qui viennent sur ces sujets qui sont des sujets vraiment fondamentaux de société. Et notre avenir va vraiment dépendre de ce qu'on veut faire de la société qui est devant nous. Et je pense qu'il y a effectivement un grand travail de réflexion, d'analyse à mener avec ce regard à l'aune de l'égalité ou de la non-égalité, bien sûr. Je vais juste ajouter quelque chose encore à propos de cette espèce de petit manuel de survie de la femme politique. Il y a un item qui n'a pas été cité et dont certaines femmes élues m'ont parlé, et il faudrait les aider aussi à ce niveau-là, c'est comment lutter contre le sexisme et les manifestations du sexisme en politique, parce qu'elles se sentent parfois désarmées face les diverses manifestations du sexisme, quel que soit leur degré. Et ça peut aussi être un frein pour les femmes en matière d'engagement politique. Enfin, il y a encore beaucoup de travail et il faut absolument qu'on continue à s'instruire, comme on le fait grâce à vous, par exemple, sur toutes ces questions pour l'avenir de l'humanité, l'avenir des femmes, des hommes et l'avenir de la Terre. Bon. Nous invitons notre public présent, mais aussi distanciel, à exprimer peut-être leur point de vue, proposer des questions. Donc, nous avons tout ce qu'il faut pour que notre public à distance puisse poser des questions via la discussion, via le chat. Et comme on a déjà un public présentiel, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions que vous souhaitez mettre en voix, puisque nous avons encore du temps pour pouvoir échanger. Non ? Alors, Marie-Claire, du coup, voilà, moi j'aimerais vous poser cette question. Alors, vous avez suggéré que l'on ouvre le débat, et du coup, je me permets peut-être d'aller même aussi un peu plus loin que le politique. Oui. Est-ce que vous voyez, vous analysez les mêmes tendances que vous venez de nous décrire, par exemple dans le milieu économique? Oui. Alors, on est effectivement dans quelque chose qui est souvent très lié. Nous, ici, dans notre collectif, nous accompagnons et nous recevons beaucoup de femmes qui se dirigent
vers l'entrepreneuriat, vers le domaine économique. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des parallèles, Oui. Sachant que le monde économique peut être aussi dur, mais voilà, comment lui, il accueille les femmes? Oui, je crois que c'est une vaste question. Il est question de légiférer également sur la représentation des femmes dans les conseils d'administration des des entreprises et éventuellement dans le conseil décisionnel des grandes entreprises. Donc, bien sûr, il s'agit de pouvoir. Donc là, j'ai cerné uniquement le pouvoir au sens politique. Mais c'est évident qu'on est exactement dans les mêmes blocages, dans les mêmes représentations. Alors, on nous cite Anne Lauvergeon, on nous cite Madame Lagarde, etc. On peut nous citer un certain nombre de femmes qui sont des exceptions, qui confirment la règle. Là, il y a une question d'exercice du pouvoir et il y a une question de financement, enfin d'argent. C'est évident que ça double la difficulté. Je pense probablement qu'il y a, comment dirais-je, nous sommes dans un système démocratique au point de vue politique, donc ça veut dire que nous avons toute une représentation de la démocratie qui nous permet d'argumenter contre le sexisme en politique. Nous avons un argumentaire à disposition. Dans l'entreprise, c'est très clairement la loi de la jungle, la loi du marché, et donc on n'a pas cet argumentaire du respect, comment dirais-je, de l'universalisme des valeurs. C'est quand même beaucoup plus la loi de la jungle parce que c'est la loi du marché. Et donc, je pense que les femmes partent avec beaucoup moins de boucliers protecteurs. Elles ne peuvent pas... je veux dire, lorsqu'on a sifflé Cécile Duflot quand elle a pris la parole alors qu'elle était ministre de l'écologie en 2012, enfin 2014, je suis avec François Hollande, je veux dire qu'il y a eu toute une partie de l'hémicycle pour être scandalisée. Bon, je pense qu'on n'a pas ce regard-là, si vous voulez, dans les entreprises, donc je pense que c'est encore plus difficile. Et en plus, je pense que les règles sont appliquées encore plus brutalement dans le monde de l'entreprise qu'en dans le monde de la politique, qui est tout de même policé. Voilà. Donc je pense, oui, c'est un domaine sur lequel je n'ai pas voulu venir pour rester centré, mais vous avez raison. Il faut du courage, Il faut du courage. Alors après, je me demande dans quelle mesure, je pense que beaucoup des femmes que vous accueillez sont des femmes qui créent leur entreprise. Et donc, du coup, c'est celles-là qui peuvent rentrer par leur propre dynamique. Et je pense que d'essayer de rentrer dans une grande entreprise et à l'intérieur de cette grande entreprise, d'arriver au poste de commandement, ça doit être extrêmement difficile. Je crois qu'à Orange, maintenant, chez Orange, je crois, ils ont nommé une femme, il me semble. Mais c'est un parcours, là, vraiment très, très difficile. Par contre, que les femmes créent des entreprises, alors là, en effet, elles peuvent peut-être s'exprimer pleinement, quoi. Ouais. Il y a effectivement une personne à distance qui dit « Je suis plutôt préoccupée par l'attitude des femmes par rapport aux femmes engagées en politique ». C'est que ce moment un peu de concurrence, des fois elles se confrontent même à des femmes qui y sont déjà, et que du coup il y a une forme de virulence en fait, auprès de nouvelles femmes qui arrivent, que des remarques dures, des attaques, alors qu'elles sont plus complémentaires par rapport aux hommes. Est-ce que je peux juste me permettre d'ajouter, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des femmes mères et elles me disaient qu'elles font qu'un mandat, mais pas pour les raisons que vous avez pu évoquer, mais parce que c'est dur et qu'elles ne sont pas forcément préparées à toutes ces attaques, et elles disent que les plus dures sont les femmes entre elles et pas forcément les hommes par rapport aux politiques. Et je ne sais pas si c'est une spécificité du monde politique français ou dans d'autres, ou est-ce qu'il y aurait des pistes de démocratie un peu plus ouvertes sur l'arrivée des femmes historiquement et aussi culturellement, qui leur permettraient de leur donner une bouffée d'air frais pour faire face à ce monde, enfin, qui est leur réalité de travail, du coup. Oui, alors, encore une fois, là, c'est peu l'historienne pas tellement l'historienne qui peut dire, mais si vous voulez, j'ai un peu insisté sur le fait qu'elle rentre dans un système politique qui est déjà donné. Et donc, à l'intérieur, les règles qui s'appliquent là
sont des règles où, de fait, les nouvelles venues, il se trouve que ce sont des nouvelles venues, vont s'en prendre encore plus plein la bobine, si vous voulez. De fait, je ne vois pas pour moi d'autres systèmes, c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas une question d'hommes et de femmes, je ne vois pas d'autre solution que de rebâtir, de reconstruire une démocratie véritablement participative, citoyenne, si vous voulez. Hein. Par exemple, une des choses qui est extrêmement frappante, c'est que, moi j'ai été élue au conseil d'administration de mon université, je veux dire, le temps de parole des hommes est surmultiplié, le nombre d'hommes, je crois que c'est un nom pour ça, qui redisent ce que vous venez de dire et qui, en le redisant, se l'approprient. C'est absolument incroyable. C'est les modes de fonctionnement. Donc, tant qu'on sera dans comment dirais-je, dans ce type d'organisation un petit peu pyramidale, donc je suis élu, je suis légitime, à partir de là, je me bats avec les autres, mais j'ai plus. Vous voyez ce que je veux dire avec les citoyens, de relations avec les citoyens, on n'est pas bon. Donc, moi, je ne vois pas d'autre solution pour que ce ne soit plus une question, que le sexe ne soit plus une question dans la vie politique, que de repartir en recréant une autre forme de démocratie beaucoup plus participative. Vous savez, la démocratie où on fait tourner la parole avec des arguments obligatoirement pour la décision, puis on refait tourner, chacun doit dire contre la décision. Quand un argument a été dit, on ne le dit pas. Et si vous savez, on est 10, le premier qui parle la parole, le troisième dit ce que vous avez dit et ce que vous avez envie de dire et vous êtes 10e, vous ne prenez pas la parole. Hein. Je vous donne qu'un seul exemple. J'ai élu au CA de l'université une nouvelle présidence, il y a longtemps, et il dit, écoutez, on va faire les conseils en 2 heures, et puis on commencera à 2h30. J'ai dit d'abord, jamais les conseils ne se termineront, parce que c'est jamais moins de 6 heures, je vous jure, c'est vrai, j'ai fait 15 ans de conseils, jamais moins de 6 heures. Je dis, c'est pas compliqué. Obligatoirement, moi j'ai des gosses, je pars à 7 heures, et puis je m'occupe de mes gosses. Donc, ils ne mettaient quand même pas les points importants à la fin. Hein, mais tout de même, et j'ai dit, là maintenant, vous retardez d'une heure et demie. On n'a qu'à manger des sandwichs. Ah ben non, c'est important qu'on mange parce qu'on a des réunions de travail en mangeant. J'ai dit, mais moi, c'est pareil. Et votre réunion de travail, ce n'est pas le conseil. Donc, il faut changer véritablement. Ça a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien. Mais on a commencé à 2h30 et on finissait, il était 8h du soir. C'est scandaleux. Et donc, je n'ai pas d'autre réponse. Elles sont rentrées dans un système qui dysfonctionne, qui déjà en fonctionnant est difficile. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il est profondément en crise. Il est profondément en crise. Il faut imaginer la colère ou la frustration devant l'inefficacité de nos députés, devant l'inefficacité des mesures qui sont prises. Donc, il y a actuellement, je pense, dans la vie politique, à quelque niveau que ce soit communal, où il y a une tension très, très forte. Déjà, on perd 100% d'énergie pour 10% de résultats, mais là, on n'est même pas sûr d'avoir 10% de résultats. Et donc, je pense qu'il faudrait vraiment penser autrement la politique, quoi. Mais bon, voilà. Excusez-moi, oui. Pour aller dans le sens de ce que vous dites et tout ce que ça m'évoque, par rapport justement à la crise des institutions, de leur représentation et de leur fonctionnement, tel que vous le décrivez, est-ce que tout ça ne viendrait pas du fait que ce sont les hommes qui ont écrit tous ces modèles de fonctionnement, certes, pour que ça s'applique à l'homme avec un grand H, à l'humanité, au plus grand nombre, mais sans prendre effectivement en considération ce que vous venez juste d'évoquer par rapport à la femme qui a effectivement des obligations vis-à-vis de ses enfants, qui a des horaires, alors que si effectivement c'était des femmes qui avaient écrit les règles, justement, elles auraient pu et elles auraient dû, elles auraient pris justement en considération tous ces aspects et les auraient mis noir sur blanc dans le fonctionnement. Ainsi, justement, dans la vie politique, dans la vie économique, le fonctionnement serait de fait différent, certainement simplifié pour ce qui est des femmes, et en même temps, justement, plus équitable, et en tout cas plus égalitaire par rapport à tout cela. Et je pense, moi, plutôt le problème, si on devait remettre les cartes, c'est qu'effectivement, ce serait peut-être aux femmes d'écrire les règles et inviter les hommes à participer, et pas l'inverse, comme ça puisse
reproduire. Oui, vous avez raison. Mais en vous écoutant, je pensais aux profondes transformations du monde médical, des généralistes actuellement. On ne trouve plus de médecins généralistes et on vous explique que c'est la féminisation de la profession. Parce que de fait, alors les hommes, comment dirais-je, travaillaient jusqu'à 70 heures par semaine, etc., etc., et que les femmes qui sont mères de famille, on reviendra peut-être sur cette question après, les femmes qui sont mères de famille ne veulent plus ce type de choses. Alors, on est d'accord avec simplement un bémol pour moi, c'est que si les hommes fonctionnent comme ça, c'est qu'ils sont amputés par la formation et l'éducation qu'ils ont eue, ils sont amputés de cette humanité qui est la vie de famille ou simplement aller se balader en montagne, respecter les autres qu'humains, les animaux, etc. Donc, c'est toute une éducation, hein, une représentation homme-femme, un cadre dans lequel on les a amputés de leurs compétences. Donc, là, le travail, oui, je pense que techniquement, concrètement, il faudrait que ce soit les femmes qui disent, écoutez, là, vos horaires, ça ne va pas du tout, hein, ok, mais de fait, ce n'est pas l'homme en tant qu'homme, c'est dans sa représentation qui fait qu'il va falloir les en libérer. Juste une remarque complémentaire, mais je ne vais pas le développer maintenant. On a glissé, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est une discussion dans le courant féministe, on a glissé du fait d'être femme au fait d'être mère. Est-ce que l'aliénation vient encore dans nos sociétés du fait d'être femme, ou bien est-ce que ce n'est pas plutôt les tâches maternelles, c'est-à-dire la maternité telle qu'elle est conçue, qui fait problème? Il y a un certain nombre de féministes qui disent, bon, écoutez, du point de vue féministe, c'est bon, il n'y a plus de plafond de verre, mais ce qui nous entrave, c'est la charge mentale. C'est une vraie question au sein du féminisme. J'ai l'impression que c'est un peu les deux, mon capitaine, mais voilà, je voulais simplement signaler ça, parce qu'une femme qui n'est pas mère peut rester jusqu'à 8 heures du soir dans un conseil d'administration de l'UHA où on ne discute de rien qui soit important d'ailleurs. Mais une femme qui est mère, non. Donc, vous voyez, là, il y a une différence. Voilà, je suis mère de 3 enfants, je précise. Donc, voilà. Oui. En fait, il y a une personne à distance qui aimerait vous poser des questions. Elle a allumé le micro, elle pourra les poser directement. D'accord. Donc, Patricia, tu pourras prendre la parole. Oui, il y a du bruit derrière moi, j'espère que ça ne dérange pas. En fait, donc la présentation était très intéressante. Alors, par contre, de façon plus simple, je dirais le nombre de fois où sur le plateau télé, par exemple, on voit des femmes, ou même à des réunions quelconques, des femmes qui sont interrompues. Alors moi, ça m'exaspère. On ne laisse pas les femmes souvent finir leurs propos. Ça, c'est une chose. Ensuite, sur les plateaux télé, on voit bien souvent une présence masculine, disons, exagérée. Enfin, il n'y a aucune parité, voire pas de femmes du tout. Et troisième point, au niveau des réunions, par contre, moi, j'aurais été ravie d'avoir des réunions qui démarrent à 14 heures et non pas qui démarrent en soirée. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est un premier point. Donc, les interruptions, la représentation dans des débats. Et ensuite, effectivement, comme je disais, je trouve qu'il y a beaucoup plus de complaisance des femmes envers les hommes que des femmes entre elles. Voilà, donc 3 points que je voulais, disons, voilà, sur lesquels je voudrais vous questionner. Oui, alors je n'ai pas proposé de faire des réunions en soirée, hein. Je disais au contraire de les commencer plus tôt plutôt que de manger. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, alors, si vous voulez, dans un moment comme celui-là, quand les femmes approchent le pouvoir ou tentent d'approcher le pouvoir, c'est vrai que, comment dire, c'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'un certain nombre de femmes, peut-être les pires ennemis des femmes, c'est une évidence. Combien de fois, bon, vous avez les secrétariats à l'université ou dans des administrations, bon, c'est quand même une surreprésentation des femmes hein, qui sont secrétaires, et combien de fois j'ai entendu mes doyens, si je puis dire, donc mes directeurs du FR, me dire, oh là là, ces bonnes femmes, elles sont toutes en train de se bouffer le nez. Bon, j'avais envie de le claquer, mais en même temps, il n'avait pas tort. Elle se complaisait dans des rivalités. Bon. Ceci étant, alors je vais peut-être retourner, mais quand j'étais élue au conseil d'administration de l'université, j'ai quelquefois très lâchement, je me suis dit, je suis bien contente d'être une femme, car j'ai entendu les vacheries
que mes collègues pouvaient s'envoyer l'un vis-à-vis de l'autre, très sincèrement, j'étais bien contente d'avoir cette féminité en armure. Donc, voilà, est-ce qu'on est sûr que, que les hommes entre eux ne se font pas autant de crasse que les femmes entre elles? J'ai l'impression qu'ils le font différemment, mais que quand on approche du pouvoir, on est là devant une lutte au couteau. Alors les femmes plantent peut-être le couteau dans le dos et les hommes dans le cœur, c'est possible, mais j'en suis pas complètement certaine. Voilà. Mais je reconnais que je me souviens d'une femme qui m'a dit, mais le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai pris le nom de mon mari, c'est-à-dire quand elle s'est mariée. Bon, voilà, quand vous avez des femmes qui vous disent ça, le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai eu ma... Vous savez, il y avait une publicité pendant un moment pour la robe de mariée et qui était « J'ai trouvé la robe pour le plus beau jour de ma vie ». Voilà. Alors, c'est complètement débile, enfin, je veux dire, bon, voilà. Donc, voilà. Donc, mais j'entends, je pense qu'il y a... mais regardez toute l'ambiguïté de Ségolène Royal quand elle était candidate. À la fois, elle se présentait comme étant universaliste et en même temps, elle en appelait très indirectement au féminisme. C'est quand même une situation, on les met au cœur du réacteur nucléaire et on leur demande de ne pas être radioactive, hein. C'est pas simple, hein. Il faut qu'elles aient de l'énergie, mais en même temps, c'est quand même pas simple. Mais chapeau, hein, moi je ne l'aurais jamais fait. Associativement, je me suis très engagée, mais politiquement, c'était impensable. Je ne voulais pas me retrouver en petite culotte, quoi, après avoir été... voilà. Mais bon, vous avez tout à fait raison et on n'attend pas les coups de ce côté-là. Mais il ne faut pas compter... La solidarité n'est pas quelque chose qui est... C'est un construit. Et quand on est dans un monde de compétition, on parlait de l'entreprise tout à l'heure, il n'y a pas de solidarité qui compte. Il n'y a pas de solidarité qui compte. Hein. Là, encore une fois, c'est un construit. La bienveillance, l'empathie, c'est une éducation et ensuite, c'est un construit. Après, c'est peut-être aussi une lecture personnelle, c'est-à-dire que les coups de la part d'une femme font plus mal que celle d'un homme parce qu'on est préparé. Alors que celle face à une femme, c'est plus complexe, on va dire, à encaisser personnellement. Oui. Du coup, il y a une autre personne en fait, qui a fait la même observation que dont vous avez parlé, cette distribution de parole, et c'est au moment où c'est écrit, c'est égalitaire, mais au moment où personne ne prend la parole, bien sûr, les hommes emportent en termes de temps disponible que les femmes n'arrivent pas, on va dire, en placer une. Voilà, exactement. Exactement. Oui. Est-il possible de prendre la parole? C'est très compliqué et chronophage de réagir via le chat. Ah oui. Et oui, qui... D'accord, ok. Écoutez, je prépare ça. Oui, très bien. Très bien, oui. Alors, tout d'abord, merci, parce que c'est peut-être la première fois. Je n'ai pas fait des études universitaires, donc je suis en admiration de votre façon d'expliquer la femme en général. Alors, moi, d'origine, je suis djiboutienne, donc je viens d'un pays africain, musulman. Alors, la féminité, la femme en général, elle se représente comme la mère de famille. C'est très important. Il y a les hommes, bien sûr, mais la femme est très importante sur certains points. Dans la vie familiale, peut-être pas dans la vie politique, mais chez nous, on dit toujours, un homme politicien, il y a toujours une femme derrière lui. Un homme qui est super sapé, il y a une femme derrière lui. Des enfants bien élevés, il y a une femme. Donc l'importance de la femme, elle est très, 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 très importante. C'est sûr qu'elle n'est pas en grande affiche dans l'ensemble politique ou dans l'entreprise et tout ça, mais c'est des femmes qui bossent énormément. Et elles sont reconnues en tant que femmes politiciennes, familiales ou n'importe, c'est des grandes commerçantes chez nous. Oui. Aujourd'hui, je vis ici. Cette histoire de femmes, cette rivalité, etc., elle est très présente parce que, moi je dis toujours, c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants. Nous, en tant que femmes, on a le pouvoir. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est nous qui créons la vie. Oui. C'est nous qui éduquons ces enfants, ces futurs politiciens, ces futurs hommes. C'est nous. Donc, c'est à nous de changer notre façon de faire. Ces garçons, aujourd'hui, si vous voulez qu'ils acceptent la femme en tant que femme, leur égale, je dois élever mon enfant. Aujourd'hui, j'ai une fille et la chance d'avoir un garçon. Donc,
le travail à la maison doit être égalitaire. Je suis sûre et certaine que ce jour-là, ce gamin-là qui aujourd'hui il a 9 ans, demain, ce sera un homme qui va respecter la femme parce que j'aurais éduqué de cette manière-là. Donc, ce qui s'est passé il y a longtemps, mais c'est passé. Mais si on veut regarder le futur, aujourd'hui, il faut regarder le futur. Il y a quand même beaucoup de choses en ce moment. Moi, je me bats aujourd'hui contre c'est même pas la politique ou l'éducation. Ce que je me bats, c'est la technologie. Oui. La numérisation du monde, la déshumanisation du monde, voilà, les femmes, oui, tout à fait. C'est horrible, mais j'en fais des cauchemars parce que je suis en train tout le temps de me battre, d'éteindre la télé, d'éteindre Internet, tous ces réseaux sociaux, toutes ces choses qui nous brument en fait. Oui. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Alors, il est exact que dans les années 60, autour de mai 68, on a eu un discours, et peut-être que j'ai pu donner l'impression de l'avoir tenu, un discours d'aliénation des femmes. Hein. Il y avait une histoire des femmes qui insistait sur les modes d'aliénation hérités de l'histoire, le Moyen-Âge, etc., etc. Et en fait, le courant, en particulier les courants historiques, mais aussi anthropologiques, ont dénoncé ce concept d'aliénation pour comprendre la relation homme-femme. Et ce qu'ils ont montré, c'est, alors je pense en particulier au travail de Martine Segalen, qui vient de décéder, qui est anthropologue et historienne, c'est pas incompatible, anthropologue et historienne, mari et femme dans l'ancienne France, et dans lesquelles, donc l'ancienne France d'avant la Révolution française, et qui montrait qu'en fait, il y avait une répartition des tâches et que la femme était souveraine dans la sphère familiale et intérieure. Et que donc l'homme, en effet, allait à l'extérieur, était dans les champs, parce qu'on était dans une société rurale, était dans les champs, il récoltait, sa récolte permettait de payer les impôts, mais la femme, elle était maître de la maison, elle était maître des enfants, des serviteurs, et elle faisait ce que les Britanniques appellent le dairy, c'est-à-dire qu'elle avait les œufs, elle avait le lait, elle avait Pierrette et le pot-au-lait, etc. Et donc, c'est elle qui, en vendant sa production, mettait de l'argent dans le ménage. Et il y avait donc, en fait, une répartition, si vous voulez, des champs d'action qui était d'égale dignité, je vous parle de l'Ancien Régime, d'égale dignité, parce que voulu par Dieu, d'égale dignité entre l'homme et la femme. Le seul point, c'est qu'il y avait une assignation à tâche et à secteur pour la femme. C'est là qu'est l'aliénation. L'aliénation, c'est qu'un homme qui aurait voulu s'occuper des vaches et des poules, il pouvait le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait voulu sortir et se présenter aux États généraux pour voter la mort du roi, il pouvait le faire, alors qu'une femme ne peut pas sortir des élèves, et juridiquement, elle lui est inférieure. Vous savez quand même qu'il a fallu attendre 75 pour que les éléments du Code civil, moi-même dans mon enfance, l'autorité parentale était exercée par le père, c'est quand même dingue. Donc, si vous voulez, le concept d'aliénation n'est pas bon. Le concept d'aliénation n'est pas satisfaisant. Il y a une répartition des tâches, il y a un vrai pouvoir des femmes sur la sphère familiale. Et je rebondis aussi sur ce que vous dites, ne voyez pas une critique. Mais oui, un enfant quand je veux, si je veux, mais ça ne fait pas de moi la seule éducatrice de mes gosses. Et donc, parce que moi, je suis de cette génération-là, un enfant quand je veux, si je veux, ce qui fait que c'est moi, tu l'as fait, c'est toi qui t'en occupes, c'est toi qui es responsable de son éducation. Et c'est là où on arrive à cette aliénation de la charge mentale. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, nous avons le pouvoir sur la sphère familiale, mais c'est peut-être un des problèmes, c'est cette séparation entre les deux. Donc, ce n'est pas un problème de manque de pouvoir, ce n'est pas un problème d'aliénation, c'est un problème d'assignation à identité, pour les hommes comme pour les femmes. Et c'est ça qu'il faut retravailler. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas si vous avez suivi la question de la pilule. La question de la pilule. Vous savez que nos jeunes, maintenant, mes enfants, mes filles, ne veulent plus la pilule, c'est de la chimie, etc., etc. Bien. Et donc,
j'entends que ce serait un élément d'aliénation des femmes que la pilule. Alors là, les bras m'en tombent, parce que moi, encore une fois, je suis née en 54. Alors, je me souviens toujours, en 69, j'étais à Paris, toute jeunette, et je vois une carte postale avec un aspirine, un Aspro, collé dessus. Et vous ouvrez la carte et c'était la seule pilule autorisée par le pape. Vous la mettez entre vos genoux et vous serrez très fort. Voilà. Bien. Donc, la pilule a été, pour les femmes, un élément fondamental de leur libération. Enfin, j'aime pas le terme de libération, mais enfin, de leur appropriation de leur corps. Bon. Et il y a eu à ce moment-là, je vous parle de ces années 60, la pilule c'est 69, Neuwirth, je vous parle de ce débat qui a eu lieu avec un courant féministe qui disait c'est pas de raison que ce soit les femmes qui prennent la pilule, les hommes n'ont qu'à se faire un petit robinet qu'on pourrait ouvrir ou fermer selon qu'on veut un enfant, qu'on n'en veut pas. Je vous jure, c'est vrai. Le petit robinet, c'est moi qui l'invente, mais enfin bon, je n'y connais rien, mais bon. Et il y a eu tout un courant féministe de dire mais non, il ne faut pas que les hommes aient l'outil contraceptif. C'est aux femmes d'avoir l'outil contraceptif, sinon il ouvrira toujours le robinet parce qu'il veut avoir des enfants. Donc le vrai pouvoir, c'est celui de la responsabilité. Et donc, comment dirais-je, faisons attention ça c'est à propos de ce que vous avez dit, ce n'est pas du tout une contradiction par rapport à ce que vous disiez. L'exercice du pouvoir sur nous-mêmes implique une responsabilité. Et dès lors, on ne peut pas se défausser en disant c'est la faute des hommes ou c'est la faute des femmes. Je suis la première à dire que quand mon bonhomme passe l'aspirateur quand je reviens à la maison, je le repasse tout de suite parce que j'ai le complexe de nidification et que c'est jamais fait comme je veux. Donc voilà, et il a fait ce qu'il a pu, le malheureux, mais bon, c'est chasse gardée. Bon, voilà. Enfin, j'ai mon âge, alors il sera beaucoup partagé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc oui, il n'y a pas de complexe d'aliénation et oui, nous sommes des femmes puissantes, pour reprendre l'expression, et cette puissance, elle impose de notre part des responsabilités, y compris celle de ne pas se sentir plus attaquée par les femmes que par les hommes, et donc d'être vigilante quand les hommes nous mettent là où ils ont envie, c'est-à-dire par le mépris, par le lointain, par le hop, tourner la tête, etc., et de les reprendre systématiquement. Donc évidemment, on est en sororité blessée, donc c'est ça qu'on va voir, mais du coup, ça nous rend aveugles à toutes les peaux de banane spontanées que font les bons hommes, de vous appeler par leur prénom alors qu'après ils vont dire monsieur machin, pourquoi pas, c'est affectueux, mais enfin, je n'ai pas besoin de ton affection. C'est des petites vigilances, et on n'est pas en guerre non plus, ça, j'ai du mal avec ça, on n'est pas en guerre, mais simplement se sentir suffisamment bien pour dire non mais là, stop, là ça ne va pas. Voilà, c'est une question d'attitude. Pardon, c'est trop long toujours. Des personnes à distance, oui. Donc, je vous invite à prendre la parole, on vous entend. Oui, alors, je ne sais pas, moi j'ai l'habitude d'avoir quelques notes positives et j'ai l'impression que je suis à nouveau dans ce rôle ce matin parce que, bon, moi je suis née en 75 en Allemagne. J'ai l'impression de vivre ça vraiment complètement différent. Alors, moi, je n'ai jamais eu d'agression ou de mépris par les hommes. En politique, ça fait depuis 2008 que je suis engagée clairement au conseil municipal et voilà, j'ai éduqué mes enfants à côté et j'ai donné, je pense, de plus en plus de place à mon mari pour pouvoir s'occuper aussi, lui, de ses enfants et prendre son rôle de père. Et j'ai l'impression que là-dedans, il y a aussi une question de clé vraiment dans la société. Et la même chose pour réaction à votre phrase que vous aviez évoquée avant, la dame qui avait dit « Je ne réponds jamais aux questions concernant mes enfants et mon mari parce que je considère que à mon mari, on ne pose pas les mêmes questions. » Est-ce que c'est vraiment bien ? Parce que je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas poser la question aussi au mari ou à l'homme en politique ou dans sa vie professionnelle? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression parfois c'est très, 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 très présent qu'on est dans le mépris ou dans le déni de la complexité de pouvoir concilier vie professionnelle, vie politique, vie associative avec la vie privée et que normalement l'humain est fait d'un ensemble de tout ça, de son engagement, de son travail et aussi de sa vie privée.
Et je pense qu'il faudrait vraiment prendre en considération ça des deux côtés. Alors, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et juste pour dire que moi, j'ai maintenant dans mon conseil, comme on a aussi des jeunes, bien sûr, dans le conseil municipal, des hommes qui clairement disent, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas commencer le conseil municipal à 20h15 au lieu de 20h parce que je n'arrive pas à gérer, rentrer du travail, m'occuper de mes enfants et en même temps repartir. J'aimerais bien quand même aussi partager un moment avec eux. Et c'est plutôt aussi vraiment quelques hommes qui sont clairement engagés associativement ou partout, qui souhaitent aussi pouvoir combiner les deux et qui me font part de leurs problèmes. Alors, c'est une question, je pense, de génération parfois, parce que bon, nous, on a un conseil qui est relativement jeune. Alors, moi, on a toujours commencé à 20h30 aussi avant, parce qu'on était plusieurs à réclamer ça haut et fort, de pouvoir s'occuper des enfants. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est aussi les hommes qui réclament ça. Et je trouve que c'est vraiment ça aussi le début d'un vrai changement. Il faut laisser la place à tout le monde, ça aussi. Et ne pas penser à devoir s'occuper de tout. Quand j'entends, oui, c'est nous qui élevons nos enfants, oui, mais le père aussi, clairement, il y a tout le monde qui a l'influence là-dessus et je pense que c'est vraiment important de laisser aussi tout le monde s'exprimer. Oui, alors la phrase que j'ai citée, c'était celle d'Elisabeth Badinter, et de fait, donc c'est la conception universaliste, si vous voulez, qui suppose cette espèce de coupage en deux. Je ne donnais pas du tout comme modèle, hein, mais il s'agit de se couper un petit peu en deux, c'est-à-dire on est une personne publique et on serait une personne privée. Voilà, c'est sa conception universaliste. Maintenant, ce que vous nous décrivez là, dans un conseil municipal, j'imagine, d'un village ou d'un petit bourg, c'est en effet ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette recréation ensemble, dans l'humain et pas dans la différence homme-femme, d'un mode de fonctionnement, parce que ça passe par des petites choses toutes bêtes, hein, d'un mode de fonctionnement qui permet de concilier les deux. Et de fait, oui, c'est cela qui serait une démocratie apaisée, restructurée, dont je pense qui est la condition, me semble-t-il, pour qu'on sorte de la souffrance. Voilà, de la souffrance des uns, et je mets au masculin, et des autres, et je le mets au féminin. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je pense qu'en effet, c'est en train de se faire. Alors, peut-être que tout à l'heure, quand j'ai dit que je sentais une radicalisation des postures masculinistes, j'aurais dû dire que c'est lié non seulement au discours et aux représentations au sommet, mais aussi c'est une réaction contre la pratique qui est en train de se développer, de petits lieux d'expérimentation démocratique, je dirais, dans l'égalité de la différence. Heureusement, ça commence à venir. Et je suis donc tout à fait contente de vous entendre parce que encore une fois, je suis historienne, donc je suis tournée vers le passé, mais c'est de fait, me semble-t-il, l'avenir à souhaiter, c'est-à-dire qu'on ne soit plus dans cette distinction homme-femme et que d'une certaine manière, ma conférence soit inutile, que ce ne soit pas les femmes en politique, mais les humains en politique. Et là, on pourra questionner la vraie démocratie et l'humanisme dans la démocratie. Oui. On va clôturer notre conférence, l'heure est venue. Je vais inviter Dominique à nous. Déjà, je vous remercie beaucoup pour ce beau discours, hein, parce que on s'identifie très facilement, ça fait réfléchir sur les questions justement de femmes et de sa position, mais dans sa position de base. Finalement, le premier point de départ, c'est je suis un être humain et je peux tout faire et comment je me positionne face aux autres. Absolument. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à vous d'être présents et à ceux à distance d'être avec nous ce matin. En fait, pour remercier, on vous a présenté un petit cadeau. Ah oui, un petit cadeau. Un petit cadeau. Oui, parce que le petit cadeau, il est de l'atelier Stéphanie Pétua, donc une fabricante de literie artisanale à partir des matières naturelles, donc la laine, le lin français. Membre de du commun. Ah d'accord, du commun. Donc, on vous propose un petit cadeau, c'est un coussin
coussin en fait de bien-être D'accord. avec les copeaux de millet remplis, donc ça va se transformer. D'accord, comme d'accord. vous Donc, si je souhaitez. comprends bien, il va falloir que je le batte pour le garder moi et pas que, moi, et que mon bonhomme ne le prenne pas. Écoutez, Ah, la lutte des classes. je vous inviterai à aller chez Stéphanie Pétua ou en acheter un pour votre homme si jamais il y a une concurrence. Voilà. J'ai envie de dire ça. Merci Et pour beaucoup. vous, la même Merci, chose. c'est câlin, ça. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, les deux. Merci Henri Paulin, bien sûr. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Oui. Oui, elle était à Nancy ce week-end pour exposer ses œuvres. À Nancy. Et donc, je vous remercie aussi, vous à distance. On remettra cette conférence. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à se reconnecter à l'occasion d'un autre Before Week sur notre chaîne. Merci. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le support, Marie-Claire, que vous avez préparé, on a une version plus, comment dirais-je, étoffée, avec des informations, des statistiques, des citations. Donc, si vous le souhaitez, nous pouvons effectivement vous les envoyer, puisque pour recevoir le lien vers la conférence, vous avez nécessairement communiqué votre adresse mail et ça vous permettra peut-être encore de revoir un certain nombre d'éléments et puis de reprendre les citations, les choses aussi plus comiques. Donc, on vous les enverra par mail. Voilà. Encore un très grand merci. Bon, mais tant pis. Hein. Je connais pour pas de l'autre côté.